Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 22 août 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 175 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, premièrement, j'ai lu un article dernièrement dans le Journal de Montréal qui parlait un peu de comment ça se fait que les riches contribuables avaient réussi à sauver des milliards en impôts avec les gains en capital. Donc, je veux parler des différents types de revenus, les revenus d'emploi, d'intérêt, de dividendes et évidemment des gains en capital, particulièrement l'avantage fiscal des gains en capital. Et je vais aussi vous parler de la baisse du côté des marchés boursiers, autant canadiens que US. Je veux revenir sur la drop du Bitcoin et je vais finir avec mon dernier achat pour mon portefeuille à long terme. C'est un achat sur le TSX, donc en dollars canadiens. Donc, je vais vous parler de tout ça. Donc, je vais commencer tout de suite avec l'article dans le Journal de Montréal. En fait, ça disait qu'en 2020, il y a eu zéro impôt payé sur des gains de 35 milliards de dollars pour les plus riches contribuables au Canada. Et en fait, l'article parlait de la portion des gains en capital qui est non imposable et en fait de l'avantage fiscal de ce type de revenu-là. Malheureusement, l'idée de l'article, c'était pas mal plus de critiquer le fait que le système d'imposition canadien y avantageait en quelque sorte les plus riches. Mais encore une fois, si vous voulez mon avis là-dessus, on s'entend que tu en payes pas mal de l'impôt pour réussir à mettre des millions de côté. Et ultimement, c'est sûr que c'est les plus riches qui vont profiter de ce type de revenu-là. Parce que si tu n'as pas une scène, si tu n'es pas capable de mettre de l'argent de côté, tu ne feras pas d'investissement, donc tu ne pourras pas à ce moment-là réaliser des gros gains en capital. Tout ça pour dire que ça m'a donné le goût d'élaborer un peu plus sur les différents types de revenus du point de vue fiscal. Je pense que je l'ai déjà fait dans le passé, mais je veux revenir là-dessus parce que pour moi, c'est important de comprendre les distinctions entre le revenu standard, qui est dans le fond les revenus d'emploi ou de travailleurs autonomes, ou encore les revenus d'intérêt. Tout ça, c'est dans le même package. Il y a également les revenus de dividendes et évidemment le gain en capital. Comme je vous dis, je vais revenir un peu là-dessus parce que pour moi, c'est super pertinent de parler de ça, surtout du point de vue des placements. Donc, je vais commencer tout de suite avec le premier type de revenu qui pourrait inclure tous les revenus d'emploi, que tu sois employé ou travailleur autonome, ou encore les revenus sous forme d'intérêt. Ce type de revenu-là, ils pourraient tous rentrer dans le même package et c'est le type de revenu qui est le plus imposé. Donc, il n'y a pas d'avantage fiscal lié à ce type de revenu-là. En fait, le seul avantage que je pourrais penser, c'est du côté des travailleurs autonomes, c'est-à-dire que les travailleurs autonomes peuvent inclure des dépenses admissibles pour venir réduire leurs revenus imposables, mais du côté des paliers d'imposition, ça reste les mêmes paliers que pour un employé salarié. Et l'autre chose sur le revenu d'emploi, c'est que en plus de l'impôt à payer sur le revenu d'emploi, ben, tu dois aussi obligatoirement cotiser au régime public comme le régime des rentes du Québec, le RQAP. Donc, c'est sûr que ça fait en sorte que sur la slip de paye, ton salaire net, il reste pas grand-chose. Et pour ce qui est des intérêts, que ce soit des intérêts dans un compte épargne ou des intérêts qui proviennent d'obligations, de bonds ou de CPG, dans un compte évidemment non enregistré, donc à l'extérieur d'un CELI ou REER, bien, ces intérêts-là vont s'ajouter à votre revenu imposable. Et comme je vous dis, il n'y a aucun avantage fiscal pour les intérêts. Et de là, l'avantage d'investir à l'intérieur d'un CELI parce qu'à ce moment-là, vous n'allez pas payer d'impôts sur tous les revenus de placement, incluant évidemment les intérêts, que ça provienne d'obligations municipales, de CPG ou n'importe quel autre type de titre à revenu fixe. Ensuite, le deuxième type de revenu, c'est le revenu sous forme de dividendes. Et les dividendes, ça peut soit provenir de ta propre compagnie. Si tu es entrepreneur et tu as une incorporation, tu peux te verser des dividendes, mais ça peut aussi
provenir de dividendes d'une entreprise dans laquelle tu as investi. N'importe quelle compagnie cotée en bourse qui verse des dividendes, ben c'est le même principe. Dans les deux cas, pour recevoir un dividende, il faut que tu sois un actionnaire d'une entreprise parce qu'en fait, les dividendes, c'est en fait une partie des profits de la business, une partie des profits qui est redistribuée à ceux qui possèdent des parts. Au niveau de l'impôt, quand tu reçois des dividendes, que ce soit de ta propre compagnie ou d'une compagnie cotée en bourse, tu vas recevoir un T5 relevé 3, qui sont en fait les documents fiscaux pour savoir le montant que tu as reçu en dividendes au cours de l'année. Et les revenus de dividendes sont légèrement moins imposés que le revenu d'intérêt parce que les dividendes ils bénéficient d'un crédit d'impôt au fédéral. Et là, le calcul d'imposition d'un dividende, c'est un peu complexe parce que, premièrement, il faut t'appliquer un taux de majoration sur les dividendes que tu as reçus pour tenir compte, dans le fond, du fait que la compagnie qui t'a versé des dividendes, elle a déjà payé de l'impôt sur ses bénéfices. Donc, toi, il faut t'appliquer un taux de majoration. Ensuite de ça, sur le montant majoré, il faut que tu viennes déduire le crédit d'impôt fédéral. Et finalement, ce montant-là, c'est ce montant-là qui va être imposé à ton taux marginal d'imposition. Mais bref, pour faire ça simple, les revenus de dividendes sont légèrement moins imposés que les revenus d'intérêt. Et finalement, le dernier type de revenu qui est, tant qu'à moi, le plus intéressant, c'est le gain en capital. Parce que le gain en capital, en fait, c'est le profit que tu réalises quand tu revends un actif plus cher que le prix que tu avais initialement payé. Par exemple, tu achètes 1000 actions à 10 $, l'action monte à 20 $, tu as fait 10 $ par action. Fait que si tu avais 1000 actions, tu fais fois 1000 actions, tu as réalisé un gain en capital de 10 000 $. Et sur ce gain-là, il y a seulement 50% du montant qui est imposable. Donc, sur 10 000 $, c'est 5 000 $ qui va être imposé, encore une fois, à ton taux d'imposition marginal. Donc, tu peux comprendre que c'est la forme de revenu qui est la plus avantageuse du côté fiscal. Et d'ailleurs, il y a même deux types de situations pour lesquelles tu vas payer 0 $ d'impôt sur des gains en capital. La première situation, la plupart des gens le connaissent, c'est lorsque tu vends ta résidence principale. Donc, tu vends ta maison plus cher que le prix que tu l'as payé et cette maison-là est considérée comme ta résidence principale, tu ne paieras pas d'impôt sur le gain en capital que tu as généré. Et la deuxième situation, c'est lorsque tu vends une petite moyenne entreprise. La mécanique derrière ça s'appelle l'exonération cumulative du gain en capital. Et en fait, ça permet de vendre les actions de ta compagnie et de ne payer aucun impôt sur ce gain-là. Et premièrement, il faut savoir qu'il y a un montant maximum pour l'exonération cumulative. Si je regarde, là, en 2023, on parle d'une somme d'environ 970 000 $. Autrement dit, là, pour te donner un exemple concret, si tu es un propriétaire d'une PME, tu peux vendre tes parts pour, disons, 800 000 $. Et là, à ce moment-là, le 800 000 $ sera non imposable. Donc, c'est 800 000 $ dans tes poches. Par contre, évidemment, il y a des critères à respecter. Entre autres, il faut que ce soit une compagnie incorporée, logiquement, c'est-à-dire une société par action. Et il faut que tu possèdes les actions depuis au moins 24 mois et qu'également, il y ait 50% des actifs de la société qui doivent être utilisés dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise au Canada, et ça pour la même période de temps, donc pour 2 ans. Et je peux vous donner un exemple assez facile. Un lave-auto qui est incorporé puis qui roule depuis 2 ans, ça répond aux critères d'admissibilité de l'exonération cumulative du gain en capital. Et l'autre chose à noter par rapport à ça, c'est que le 970 000 $ pour l'exonération cumulative, ça, c'est un montant qui est à vie. Autrement dit, tu ne peux pas répéter l'opération 50 fois non plus. Par exemple, tu vends ton car wash pour 200 000, tu vends tes actions du car wash, évidemment, cette somme-là de 200 000 $ est déduite de l'exonération cumulative que tu as droit pour le restant de tes jours.
Fait que 970 000 moins 200 000, il te reste encore un 770 000 que tu peux en fait récolter sans payer d'impôts. Et pour conclure sur le volet des différents types de revenus, je veux illustrer rapidement la différence que ça fait avec un revenu de 1000 $ en supposant un taux d'imposition marginal de 37%. Donc si on prend un revenu d'intérêt de 1000 $, après impôt, il vous reste 628 $. Avec un dividende de 1000 $, ça vous donne 695 $, donc légèrement au-dessus du 628. Et finalement, avec un gain en capital de 1000 $, du fait qu'il y a seulement 50% du gain qui est imposable, à ce moment-là, il vous reste 814 $ après impôt. Donc, ça démontre assez bien l'avantage fiscal du gain en capital versus les autres types de revenus. Et petite parenthèse par rapport à ça, vendre des actions dans des transactions de day trading, ce n'est pas considéré comme un gain en capital, mais plutôt comme un revenu standard, au même titre qu'un revenu de travailleur autonome. Donc, même si tu day trades à l'intérieur de ton CELI, tu dois quand même payer de l'impôt là-dessus. Premièrement, ce n'est pas un gain en capital. Et deuxièmement, le CELI ne te permet pas de faire de l'évasion fiscale puis de ne pas payer de l'impôt sur des revenus, même si vendre des actions, théoriquement, ce serait un gain en capital. Ensuite, si on se penche du côté des marchés financiers, on peut voir que la bourse canadienne est encore en baisse aujourd'hui. Ça se voit particulièrement dans le secteur des services financiers et de la télécommunication. Le secteur de l'énergie se porte quand même bien. Le baril de pétrole brut WTI qui est encore au-dessus de 80 $ US. Et je vous rappelle que dans le dernier épisode, j'ai partagé mon analyse technique de l'indice S&P TSX Composite, qui est l'indice boursier canadien global, et je vous disais que l'indice S&P TSX venait de passer en dessous des moyennes mobiles sur 50 et 200 périodes, et qu'à ce moment-là, il était probable que l'indice canadien retourne dans les environs de 19 400 points. C'est encore mon opinion là-dessus, donc il y a encore de la place à la baisse. Et de mon bord, j'ai déjà acheté du TELUS v'là 2 ou 3 semaines. Et là, ce matin, j'ai grossi ma position dans BMO, donc la Banque de Montréal, et j'ai acheté à 111,95 sous, 111 $ et 95 sous par action. Et comme vous pouvez voir, les banques canadiennes, ça fait à peu près un mois qu'ils se font ramasser. Ça avait déjà commencé à baisser avant ça, mais depuis un mois, c'est vraiment une correction à la baisse. Et ça s'explique entre autres par le fait que les agences de notation Moody's et Standard & Poor's, donc S&P, ils ont diminué le rating de plusieurs banques régionales aux États-Unis. Mais tu sais, États-Unis, Canada, c'est pas bien loin, fait que ça crée de l'inquiétude par rapport au secteur bancaire. Donc, c'est sûr qu'à mon avis, présentement sur le TSX, pour les investisseurs à long terme, pas quelqu'un qui veut faire du swing nécessairement, mais pour les investisseurs à long terme qui veulent se bâtir un portefeuille d'actions à dividendes, c'est potentiellement le festival des rabais qui s'en vient parce que, je vous le dis, dans la télécom, dans le secteur bancaire, le secteur des services financiers, dans le secteur de l'énergie, il y a des bonnes opportunités, il y a des bons rendements du côté des dividendes. Donc, c'est sûr que pour moi, le TSX, c'est à surveiller. Sinon, si on regarde du côté des marchés boursiers américains, à peu près le même principe, mais de ce côté-là, j'attends encore avant d'acheter d'autres actions US. Si je regarde l'indice Fear and Greed, il est encore dans un niveau neutre. Donc, le sentiment de panique n'est pas encore installé. Les investisseurs me paraissent encore assez confiants. Donc, en ce moment, je n'ai pas passé à l'action au niveau de l'achat, mais je regarde des titres comme Nike, PayPal, Disney, qui se retrouvent avec des ratios cours-bénéfice, PE ratio, qui deviennent de plus en plus raisonnables. Donc, ce qui arrive, c'est qu'avec la baisse un petit peu généralisée du marché, on peut voir qu'il y a certaines actions qui commencent à être plus attrayantes. Par contre, à mon avis, il y a encore d'autres titres qui sont encore, au niveau de leur prix, qui sont encore très gonflés. Donc, il n'y a pas de rush de ce côté-là. Je vois également encore beaucoup de chemin
à la baisse du côté de l'indice S&P 500. On va voir si on est capable de prendre un point d'appui. De mon côté, il n'y a pas de presse, il y a encore beaucoup de chemin à faire avant de se rendre au support en fait, du corridor haussier qui se trouve dans les environs de 4200 points. Donc, il y a encore un bon potentiel à la baisse du côté des marchés américains. Et du côté de la crypto, la semaine passée, la valeur du Bitcoin a baissé de plus de 10%, passant environ de 29 000 US à 26 000 Donc, une des raisons pour cette drop-là, c'est l'article dans le Wall Street Journal qui annonçait que la compagnie d'Elon Musk, SpaceX, la compagnie de fusée, la compagnie aurait vendu en fait en partie ou en totalité ses bitcoins. Et je vous rappelle un peu l'historique derrière ça. En 2021, Elon Musk avait acheté du bitcoin avec Tesla, qui est coté en bourse, et avec SpaceX, qui est privé. Donc théoriquement, on n'a pas accès aux états financiers. Et là, en regardant les états financiers publics de Tesla, on a pu voir qu'il avait déjà vendu la majorité de ses bitcoins pour cette compagnie-là. Et là, l'article du Wall Street Journal, tout ce que ça ferait en fait, c'est que ça viendrait révéler qu'il a probablement fait la même chose avec SpaceX. Donc, il aurait dans le fond liquidé ses bitcoins avec cette compagnie-là aussi. Bref, je vois pas vraiment autre chose qui aurait pu créer un sell-off du côté du Bitcoin, à part peut-être une autre nouvelle majeure qui a affecté l'ensemble des marchés financiers. Je parle ici de la compagnie Evergrande, la compagnie chinoise qui est en fait un géant de l'immobilier en Chine. Et Evergrande a annoncé sa faillite aux États-Unis la semaine dernière. Et dans le cas, ce n'est pas une faillite sous le Chapter 11, c'est sous le Chapter 15 parce que c'est un cas d'insolvabilité pour une entreprise qui implique plusieurs pays. Et le but ici, évidemment, c'est de trouver des mécanismes pour restructurer la dette de l'entreprise. On parle ici d'une dette aux alentours de 300 milliards de dollars. Donc, juste pour vous donner une idée de ça représente quoi, 300 milliards de dollars, dites-vous que c'est l'équivalent du produit intérieur brut, du PIB de la Finlande. Donc, c'est sûr que la faillite d'Evergrande, ça a de grosses implications pour la Chine parce que le secteur immobilier en Chine, c'est un pilier important de leur économie. L'immobilier en Chine, ça représente quand même 25% de leur PIB. Donc, c'est sûr que si ça plante, toute l'économie du pays va être affectée. Et comme je l'ai dit dans le dernier épisode, l'économie de la Chine, l'économie chinoise, c'est la deuxième plus grande économie mondiale. Donc, c'est sûr que quand ça tourne au ralenti dans ce pays-là, ça affecte l'ensemble des autres pays parce que, comme je vous dis, c'est des gros consommateurs de pétrole, c'est des gros consommateurs dans un paquet d'entreprises. J'avais donné comme exemple Starbucks et Nike, mais il y a beaucoup d'autres entreprises qui ont des parts de marché importantes en Chine. Donc, c'est sûr que la crainte qu'il y ait un ralentissement économique en Chine, c'est sûr que cette part-là vient affecter un peu les investisseurs parce qu'une récession en Chine ou simplement un ralentissement économique, c'est sûr que ça va affecter, comme je vous dis, le reste de l'économie mondiale. Donc, c'est les données de la Chine, les données économiques sont à surveiller prochainement. Et pour conclure l'épisode d'aujourd'hui, demain, c'est les résultats financiers de Nvidia, donc symbole NVDA. Et je vous rappelle qu'au mois de mai, v'là 3 mois, l'entreprise avait annoncé que ses revenus pour le deuxième trimestre de 2023 allaient être d'à peu près 11 milliards de dollars, soit 4 milliards au-dessus des prévisions des analystes de Wall Street. Et le PDG de Nvidia justifiait ces nouvelles projections financières-là avec la croissance de la demande de microprocesseurs qui sont directement liés au développement d'intelligence artificielle. Et cette journée-là, on se rappelle que le prix de l'action de Nvidia avait monté d'environ 30% en une seule journée. Donc, c'est sûr que les earnings de Nvidia qui sont demain, ben, ça va être très surveillé de la part des investisseurs parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont misé sur la compagnie. Il y a un engouement, il y a un hype de ce côté-là. Et c'est sûr que si les résultats financiers du deuxième trimestre sont en dessous des attentes, on peut s'attendre à ce que le prix des actions de Nvidia chute assez fortement. Et à noter que depuis le début de l'année 2023,
L'action de Nvidia a déjà monté de 215%. Donc, je veux pas dire qu'il y a une bulle qui est liée au hype de l'IA, de l'intelligence artificielle, mais du côté de Nvidia, ça a quand même l'air de ça. Les résultats financiers de demain vont venir démentir cette idée-là ou la confirmer. Donc, je vous remercie pour votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.